moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora, c'est Séance Radio spéciale Cannes. Avec nos ciné, retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et voilà, c'est le 3e épisode du podcast. On est toujours à Cannes, on est en meilleure forme même que dans l'épisode 2, en tout cas pour ma part. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai deux charmantes personnes. D'abord, Lucille Bélan, qui est accréditée par Artistic Réseau. Salut Lucille. Salut. Moi, je suis pas en meilleure forme. J'ai dormi 4 heures cette nuit, donc c'est pas terrible. Et Hugo Alexandre, mon acolyte de la newsletter calmos.net, qui revient d'une séance de minuit hier soir. Donc, tu es en forme comment ? Ouais, salut David, j'ai dormi 4 heures aussi, mais curieusement je suis au taquet, donc je sais pas comment ça se passe. On est bien là, on est chaud, et on va parler aujourd'hui d'un film qui était assez attendu et qui d'ailleurs a réuni une première projection de presse complètement comble. Et que j'ai raté d'ailleurs. Tu t'es retrouvé refoulé. Voilà, donc j'ai fait la suivante. Donc voilà, la preuve que ça a été la première projection avec celle d'Okja le matin, mais qui là était dans la grande salle. C'est la première projection de presse du soir qui a vraiment attiré beaucoup de monde. Et donc c'était The Square de Ruben Östlund. The Square, c'est une comédie grinçante suédoise qui suit un conservateur de musée d'art contemporain et qui le place lui et son entourage dans une série de conflits moraux ou de situations qui permettent comme à l'habitude de ce que fait ce cinéaste, décrypter, investiguer, observer les comportements humains. Qui veut commencer à en parler ? Peut-être Hugo. Moi j'avais vu 2 films de lui, donc un qui s'appelle Happy Sweden, qui est son premier, je crois, qui était un peu une sorte de film à sketch et qui était déjà un peu dans cette veine-là, observer les comportements humains. Et après j'avais vu Snow Therapy, donc qui est son avant-dernier, avant celui-là, où le pitch était très audacieux en fait. C'était une famille qui partait à la montagne au ski, et en fait à un moment ils mangeaient sur la terrasse d'un restaurant, et en fait il y avait une grande avalanche qui s'annonçait, et en fait le père partait tout seul sans protéger ses enfants, et en fait tout le film racontait comment ça se passait après, puisque finalement l'avalanche était inoffensive, et donc du coup il y avait un espèce de clash familial. Et en fait je trouvais que dans ce film là le pitch était presque plus fort que le traitement, et en fait il diluait vachement cette idée là, et c'est quand même fait très intelligemment, donc j'avais quand même plutôt aimé, mais j'étais quand même légèrement déçu parce que le pitch était vraiment plus fort que le traitement final. Et là dans The Square en fait c'est un peu Snow Therapy, mais avec 25-30 fois un pitch différent et une manière différente de... On est presque plus proche de la forme film à sketch de Happy Sweden, justement. C'est ça, mais avec quand même un fil rouge qui est ce conservateur de musée à qui va arriver plein de choses, donc il y a 3-4 intrigues parallèles, mais qui sont quand même assez cohérentes. Et en fait, c'est hyper drôle de voir à chaque fois une situation différente où on peut reconnaître des choses du quotidien. Donc ça peut être la gêne, genre par exemple, à un moment il y a une interview en public et il y a quelqu'un qui a le syndrome de Tourette. Et donc... comment réagir dans ces conditions ? Est-ce qu'on continue à parler comme si de rien n'était, ou est-ce qu'on fait attention à cette personne quand même qui fait beaucoup de bruit, mais il faut quand même pas trop souligner le fait qu'il est malade, etc. Et donc en fait il y a tout un tas de petites situations comme ça où on reconnaît le quotidien en fait, et c'est vraiment très drôle de se mettre dans la peau de ces gens-là sans vraiment être dans leur peau, et donc du coup de voir comment ils essaient de s'en sortir. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que Snow Therapy, du coup, dans le sens où il y a vraiment une variété de situations.
Lucille, je crois que toi, t'as un petit peu moins aimé. Alors moi je suis vraiment pas du tout fan de Ruben Östlund, mais c'est peu de le dire parce que Snowthérapie, j'avais trouvé ça très mesquin, mais ça l'est en vrai. Enfin, même les gens qui ont aimé admettent que c'est le cinéma du mesquin et de la médiocrité humaine. Celui-ci, il y a une montée en puissance au niveau du cinéma. Je trouve que c'est un film vraiment visuellement très abouti et vraiment beau et vraiment intéressant. Dans un style, je dirais, de photographie qui est de ce qu'on se représente du design à la suédoise, assez épuré. Complètement, on est dans le totalement graphique et c'est très plaisant. Mais il va encore plus loin dans son cinéma du médiocre et du quotidien. Mais en fait, on va peut-être en reparler après, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mesquin dans en fait, je trouve que sur le même sujet, c'est-à-dire montrer en quoi l'humanité a quand même des... on est moche sur certains aspects. En l'occurrence, le film parle beaucoup des sans-abri et notre façon de regarder ailleurs ou d'avoir des clichés sur la question ou les utiliser. Et ça, c'est pertinent. C'est une question pertinente qu'on peut tous se poser. Ce cinéaste-là en particulier, je trouve, par son traitement et par l'humour gras qu'il utilise pour ça, est assez malveillant envers l'humanité tout entière. C'est-à-dire à la fois ses personnages, qu'il déteste, enfin qui sont nuls, et les spectateurs, puisqu'il sait que les gens vont rire, il sait qu'il est drôle. Et en l'occurrence, la scène de la tourette, pour moi, elle était assez gênante, dans le sens où, évidemment on a une femme hyper coincée, en petit tailleur, qui interviewe un artiste d'art contemporain qui a l'air imbouffable, qui raconte des inepties sur l'art contemporain. Il y a un homme qui se met à crier... Qui est joué, juste une précision, qui est joué par Dominic West, l'acteur de The Wire. C'est vrai. Mais du coup, il y a un mec qui se met à crier chat et machin, et les gens sont morts de rire. Et d'ailleurs, les gens sont un peu dans le rire de malaise dans le film. Ouais. Dans la salle, les gens sont morts de rire. Mais justement, et du coup, moi j'étais là, mais ces gens sont médiocres. Mais moi, en fait, je me reconnais dans ces gens. Je pense que je peux être dans la situation. Mais moi, c'est de ça. Tous ces gens-là. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de voir au cinéma des gens médiocres et de me rendre compte qu'autour de moi, dans une salle comble où les gens sont assis sur les marches, tout le monde est médiocre. Je me dis pas que je suis mieux. Je dis pas que je suis mieux. Mais oui, je dis pas que je suis. Mais je dis pour moi c'est de la souffrance de voir ça. C'est une sorte de souffrance. La vie est comme ça. La vie est faite de petits moments où on sait pas trop comment réagir. Ouais, mais à part la photographie, il y a rien de beau là-dedans. Ouais, non, on peut pas dire que ce soit il y a autre beau, chose, mais... c'est que remarquer la médiocrité, c'est déjà s'en extraire un petit peu. Donc en fait, l'observer et. Non, mais du coup, c'est lui qui se place au-dessus du reste. Non. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que en nous donnant l'occasion d'observer et de se rendre compte de cette médiocrité, il nous donne aussi les outils pour l'observer dans le monde et dans nos propres comportements. Et du coup, à partir du moment où on fait ça, peut-être qu'on va essayer justement de s'améliorer un petit peu. Moi, je trouve qu'il le fait moins. J'ai l'impression de moins grandir humainement en voyant un film de Ruben Östlund qui est plutôt drôle et qui est écrit pour être drôle, qu'un film de Michael Haneke où le but c'est de pointer du doigt des vrais problèmes de nos sociétés. C'est aussi fait dans la souffrance parce que les films sont pas faciles à voir, mais après quand on en sort, on a envie d'en sortir grandi. Moi, là j'ai pas l'impression que ce soit son cinéma. Le point commun entre Östlund et Haneke, c'est que justement il n'y a pas de jugement sur les personnages. Je trouve qu'Haneke est beaucoup plus neutre que Östlund. Ah ouais, mais moi je comparais plus à Winterberg par exemple, qui va juger vraiment des comportements de ses personnages, et il y a clairement pas des bons et des méchants, mais il y a quand même des gens qui revêtent une sorte de mal, alors qu'en fait chez Östlund tout le monde est nul pareil. Non, les gens ils sont juste normaux, les gens, quoi, c'est tout. Enfin, ils sont en dessous que normaux quand même, parce que pour l'humour il est quand même obligé de mettre. C'est comme le père dans Snowthérapie, il était particulièrement médiocre. C'est les situations qui sont poussées, qui sont caricaturales en fait. Ouais. Mais les personnages sont pas caricaturaux dans ces. Alors il y a quand même peut-être une forme d'opposition marquée dans le film. C'est quand même entre les riches et les pauvres. C'est ceux qui sont particulièrement montrés comme médiocres. C'est assez manichéen, et c'était déjà un peu le cas dans Snowthérapie. Oui, mais manichéen dans ce sens-là, pourquoi pas finalement. Enfin, je veux dire, montrer que les forts sont ridicules, ça peut être manichéen. Mais c'est pour un mec qui arrête pas de se défendre, qui est vraiment politiquement incorrect, poussé jusqu'au bout, le mec qui défend on peut plus rire de tout et machin, il pousse tout au bout. Là, enfoncer une porte ouverte comme les riches sont des cons et les pauvres sont des gens droits, c'est un peu dommage. Pauvres, on les voit pas tant que ça en fait dans le film. Il y a une scène avec un sans-abri en l'occurrence à qui il demande un service alors que le mec lui demande une pièce depuis le début du film et qui fait rien. Ouais, alors cette scène-là, c'est pas celle que je préfère effectivement. C'est un peu complètement outré. pas. Mais moi je trouve qu'il y a des. Alors pour revenir sur autre chose, parce qu'un des gros sujets du film c'est aussi l'art contemporain. Il y a une scène brillante d'art contemporain qui pousse le malaise jusqu'au bout, mais le malaise de cinéma et le malaise de spectateur dans le bon sens.
ambiance, avec un artiste qui fait une performance où il joue un grand singe dans une salle de gala où les gens ont des robes type Cannes et sont des vieux donateurs d'art contemporain, et tout le monde est déstabilisé parce que le mec va jusqu'au bout et ça dure très longtemps et ça va très loin. Cette scène-là, elle est excellente, mais après, il faut quand même avouer qu'il y a des scènes de critique de l'art contemporain et de l'humour là-dessus. On est limite dans le niveau des comédies avec Christian Clavier. Pas sur... ça dépend laquelle, mais non, ouais, mais c'est-à-dire que je trouve que c'est pareil. C'est facile de dire que c'est de la merde l'art contemporain. Je trouve que c'est pas intelligent comme blague. Alors là-dessus, j'avais deux choses à dire. Déjà, juste une petite précision, c'est que la personne qui fait cette œuvre, on va dire, cette performance happening, c'est l'acteur Terry Notary, qui est un mec qui fait énormément de motion capture. Il a bossé sur La planète des singes, sur Avatar, etc. Donc c'est il est brillant, il est génial. De le voir travailler, je veux dire, sans l'image de synthèse. Il est impressionnant. Moi, je pense que n'importe qui se retrouve dans cette situation que tu fais dans ton froc. Ouais, complètement. Il a des sortes de prothèses. Béquilles, des avant-bras. Prothèses béquilles qui lui permettent vraiment de marcher comme un gorille, et on sent qu'il a bossé le truc. Et donc, il interrompt en fait un dîner de gala en mettant en perspective le fait que face à la peur, potentiellement les gens ne viennent jamais au secours des autres et préfèrent avant tout, peut-être par instinct de survie ou autre chose. Et là, on rejoint le thème de Snow-thérapie, chacun veut sauver sa peau. Il y a un truc que je voulais développer, c'est pourquoi le film s'appelle The Square. C'est en fait le nom d'une œuvre, de l'œuvre principale qui est montrée dans le film. En fait, tout le film raconte la préparation d'une exposition dans laquelle et toutes les réflexions autour de la communication que va mettre en œuvre le musée pour faire la promotion de cette œuvre. Et le principe, en fait, c'est un carré de 4 mètres sur 4 avec une inscription qui dit en gros que à l'intérieur de ce carré, tous les personnes hommes sont libres et égaux. Sont libres et égaux. Ce qui, en fait, dans une démocratie comme la Suède ou la France, enfin dans la plupart des démocraties, devrait être un principe qui s'étend bien au-delà d'un carré de 4 mètres sur 4. Et une des idées intéressantes dans cette œuvre, qui à mon avis on sait que Ruben Östlund a lui-même imaginé ce concept, donc d'une certaine manière fait lui-même œuvre d'art contemporain en imaginant des concepts qui ensuite sont intégrés dans son film, permet en fait de renvoyer à cette question un peu absurde et de montrer que finalement il y a une fuite morale des personnages du film qui en fait oublient de rapporter à leur vie quotidienne et à leur propre comportement ce qu'ils projettent dans des choses conceptuelles. Et en particulier le conservateur, puisqu'il n'arrête pas de se vendre comme humaniste et comme mec qui défend ses idées hyper fort, et c'est au quotidien on a la preuve que c'est pas le cas. Et du coup, moi, ma réflexion, alors il y a plein de petites blagues assez faciles sur l'art contemporain, mais qui à la fois sont faciles et à la fois, moi, je trouve, sont drôles. Type, il y a une œuvre, c'est des tas de cendres, avec à un moment le mec qui fait le ménage avec une petite machine se retrouve à slalomer entre les tas et aspire la moitié. Enfin bon, il y a ce genre de situation qui effectivement rend ridicule le dispositif, mais oui, et puis par ailleurs il approuve quand même l'art contemporain parce qu'il y a cette fameuse scène avec l'homme singe là, et puis finalement son film oui, mais non, parce que cette scène est angoissante. C'est vrai que vu comment elle finit, on peut quand même se poser la question de savoir s'il valide ou pas l'œuvre. Moi, je la trouve extrêmement pertinente. Le film n'a pas de second degré sur cette scène-là. En fait, il présente une performance, mais comme si on la voyait vraiment. Et finalement, ce qui a retiré de cette scène-là, c'est la performance. Et en fait, dans cette scène-là, il montre qu'il approuve l'art contemporain puisqu'il est en train d'en faire. Mais à plein de niveaux, moi, c'est ce qu'il fait avec The Square et effectivement, comme David disait, certaines œuvres qu'il a lui-même créées et qui sont vraiment intéressantes. Je trouve vraiment, moi, ça me dérangerait pas de les voir au Centre Pompidou, pas du tout. C'est pour ça que je comprends pas du tout
pourquoi à côté il se sent obligé de faire de l'humour gras pour dire que c'est un truc de riches mécènes stupides qui achètent des tas de gravier, quoi. Mais parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire que c'est aussi une composante du truc, c'est-à-dire que il montre aussi le recul qu'il a lui-même et ce qu'on peut même appliquer à son film. C'est-à-dire que toutes les critiques que tu portes à son film ou le fait même de se dire quand Hugo disait que c'est remarquer des situations de la vraie vie, en fait il fait œuvre d'art en ne faisant rien d'autre que reproduire des situations de la vraie vie. Et puis je trouve que c'est pas si il y a des scènes qui se basent sur le fait que parfois l'art contemporain c'est un peu du bullshit, qui sont hyper bien faits au niveau comique en fait. Il y a notamment une scène où il est en train de s'engueuler avec une meuf avec qui il a couché, et en fait derrière à l'arrière-plan il y a une espèce d'installation avec une pile de chaises qui fait toutes les 15 secondes une espèce de gros bruit, un gros blam comme ça, et en fait, hyper long en tout plus. Le chant contre chant où t'entends toutes les 15 secondes cette espèce de bruit, de fracas, et toutes les minutes il y a un bruit encore plus fort qui fait sursauter tout le monde, et c'est je trouve que c'est mais il maîtrise complètement les ressorts comiques et d'ailleurs la salle rit beaucoup et on peut pas lui reprocher ça, mais c'est vrai que mais d'ailleurs tu t'as parlé de ce personnage de la meuf avec qui il a couché qui est Elisabeth Moss et qui est assez sous-utilisée dans le film vu l'actrice que c'est, mais qui joue extrêmement bien son personnage, qui est vraiment super drôle et non en fait moi Elisabeth Moss qui est dans Mad Men, qui était dans The West Wing et qui est aussi dans la série Top of the Lake de Jane Campion, dont tu nous avais recommandé la vision dans la première émission. Exactement. Moi en fait le truc c'est que j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qui sont bien parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment brillants. Et je pense que quelque part. Mais non, je l'aime pas et je crois que j'aime encore moins. J'ai reporté toute ma haine de ces trucs sur ce réalisateur parce que je peux pas cautionner ce qu'il fait derrière pour moi. Il y a trop de choses qui me gênent, il y a trop de choses qui. Non, alors c'est vrai qu'il y a des scènes un peu plus. Effectivement, la scène de la Tourette, c'est un truc où on se marre de ça depuis 15 ans, depuis que quelqu'un a découvert que ça existait. Et c'est compliqué parce qu'on est vraiment sur la vanne pipi caca et des insultes et on peut pas rigoler. Pour 2-3 scènes comme ça, t'as quand même des trucs très 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 forts, très sauf aigus, que dans la scène de la Tourette, il y a deux, enfin il y a une manière en fait d'intégrer le truc, avec notamment la réaction de quelqu'un dans le public qui dit non mais arrêtez, c'est une condition neurophysiologique, vous devriez respecter, etc. Et en fait toute la comédie de cette scène repose sur le fait que ça se situe dans un groupe de gens qui savent très bien qu'il faut pas rire de ça et justement tout le monde essaye de rester calme et tout le monde en fait joue son apparence sociale dans cette scène, et c'est ça qui et alors, il y a une forme de dispositif qui ça peut poser question, mais également le spectateur dans la salle. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film où on se pose énormément de questions, et deux types de questions. Une qui est « qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?» Et la deuxième question, qui est vraiment une question de spectateur, c'est « à quel moment il faut que je rie ?» Parce que, non, mais il y a vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans la scène de Tourette, alors, par exemple, il y a un vrai gag, je continue à développer cette scène, où au début, il part sur les mêmes insultes, monte tes nichons, machin, et à un moment, il y a une variante où il dit « Camelto ». Et ça vient de nulle part, et c'est drôle. Mais ça, c'est clairement le petit truc rajouté en plus qui fait que ça rajoute du décalage à la scène. Et voilà, et donc je trouve que c'est un film qui gagne clairement à être vu en salle avec un public, justement parce que ça pose des questions d'interaction de sa propre représentation sociale. Et effectivement, voilà, on joue aussi soi-même. On participe à ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est un film qui fonctionne un peu comme les élections, c'est-à-dire au lendemain d'élections avec des résultats déplorables, on regarde son voisin en se disant j'espère qu'il n'a pas voté ce qu'on veut pas qu'il vote, et là c'est pareil, on se retrouve à côté de son voisin de siège, on fait j'espère qu'il n'a pas rigolé à cette blague horrible où il a dit le mec a dit chat alors qu'il est malade, et c'est un peu ça. Moi j'avais des gens qui étaient morts de rire à côté de moi à des moments incongrus. Je me dis pas du tout ça parce que c'est un truc qui est pas réfléchi, quoi. C'est un truc qui part de. Je suis d'accord, mais c'est un truc émotionnel en fait. Et tu peux pas. C'est comme si tu disais j'espère que ce mec a pas pleuré à cette scène, ce serait ridicule, quoi. Non, mais en plus on dirait. Ou l'inverse, tu veux traquer les gens qui n'ont pas pleuré à la rap, c'est ça que. On va faire ça pour juger les gens.
Mais donc, on vient quand même de parler pendant un long moment d'une comédie au Festival de Cannes et donc de rire, ce qui est pas si fréquent. Est-ce qu'on peut du coup parler un peu de ce qu'on a vu d'autre, de ce qui nous a plu, de ce qu'on n'a pas aimé Moi, j'avais ri le matin à Okja, qui est quand même très drôle aussi comme film. Auquel on a consacré toute une émission. Ouais, j'ai écouté, mais je voulais juste appuyer le propos pour dire que c'était très bien, que c'était quand même une comédie aussi finalement. Ouais. Et il y en a pas mal finalement des comédies cette année. Il y a Le Clair de Lune que j'ai pas vu d'ailleurs. Alors moi, c'est une comédie puis c'est pas une comédie, on peut pas dire c'est pas la Gaudriole quoi. Une comédie, alors, moi, c'est une comédie Clair de Lune. Il faut la définir comme ça. C'est comme un drame de Franck Dubosc, tu vois. Exactement. Et après, moi, j'ai beaucoup ri, hein, mais là, c'est pareil. On est dans le rire un peu spécial. On est dans le rire de. Bah là, Claire Denis, pour le coup, montre des personnages qui sont des vrais salauds et où on rit jaune beaucoup. C'est un rire jaune, le rire de Claire Denis. C'est un rire de ces gens sont des monstres. J'espère que je suis pas pareil. Et à la fin, on rit un peu parce qu'on se dit merde, je suis quand même pas si loin. C'est pas tout à fait pareil. Ça marche un peu mieux. Bah, ça marche un peu mieux pour moi que Robin Hood. C'est quand je l'ai vu ce film avec. Ils sont tous mais d'une nullité absolue. On a des Parisiens qui se baladent dans la campagne et qui disent oui. Alors les paysans du XVIIe siècle, ils appréciaient beaucoup moins que nous ces arbres morts dans un champ. C'est complètement con. Et d'autres moments terribles. Xavier Beauvois fait un banquier de l'art. Il est absolument odieux. Il est immonde. Il est horrible. Et où il demande des olives sans gluten dans un bar et où il maltraite Juliette Binoche sexuellement. C'est un enfer ce perso. Et où elle-même dit qu'elle ne jouit que parce que c'est un connard. C'est un peu pareil avec nous. C'est un rire comme ça. C'est un rire de ah là là, c'est vraiment quand même un peu des cons, mais je sais que là pour le coup c'est des vrais travers que j'ai. Je me sens moins mal avec ces travers-là des olives sans gluten qu'avec ceux de Ruben Östlund. Peut-être que c'est moins violent. Hugo, on parlait en intro d'émission du fait que t'étais allé à une séance de minuit, donc qui commence pas vraiment à minuit d'ailleurs, les séances de minuit. Oui, alors comme j'étais en retard pour voir The Square, je suis sorti à minuit 29 de The Square et la séance de minuit était à minuit et demi. Bon, c'est bizarre. Et en plus, donc je suis arrivé, j'ai couru les marches 4 à 4 pour arriver à la séance de minuit. Donc je suis arrivé à 35 et en fait, il n'y avait aucun problème. Mais ces films commencent toujours super en retard. Et en fait, ça a commencé à 1h. Et quelques. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça commence à 1h et les films durent 2 heures. Et donc le film, c'est A Prayer Before Dawn de Jean-Stéphane Sauvert, donc un film français. Tu peux nous le raconter? Ouais, en fait, ça se passe en Thaïlande. C'est un film d'un Français, mais ça raconte l'histoire d'un Anglais, d'un boxeur anglais qui se fait emprisonner en Thaïlande et donc qui découvre une prison dans un pays donc il connaît absolument pas la langue, donc espèce de côté Lost in Translation. Ouais. Mais dans les prisons thaïlandaises. Et en fait ça passe un peu tous les clichés en vue du film univers carcéral, donc il y a des gens qui se font violer dans les toilettes, il y a des trafics en tout genre, etc. Donc en fait c'est un film où il y a donc ça dure très longtemps, ça dure 2 heures et ça paraît en durer 8. C'est vraiment affreux, c'est que des hurlements, des grognements. Et donc le mec va connaître la rédemption dans la prison grâce à la boxe. Et donc voilà, c'était vraiment très difficile à regarder. Donc je ne conseille pas le rattrapage de ce film. Et toi Lucille, est-ce que tu as vu des choses Bah moi je peux dire 2 mots sur 2 trucs. Bah vas-y. Je vais dire un mot sur 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, réalisateur français présenté en compétition, qui avait fait Eastern Boys et Les Revenants, le film sur lequel est basée la série. Comme ça en français. C'est un film sur les années 90, le groupe d'activisme ACT UP. C'est construit assez simplement, c'est-à-dire qu'on débarque dans ce groupe comme ça avec des nouveaux arrivants, 4 nouvelles personnes, et on se retrouve immergé dans les opérations hyper choc d'ACT UP qu'on a tous un peu connues dans les années 90. On s'attache énormément, je trouve, moi, aux personnages parce qu'ils sont super attachants, et on est pris par une sorte de flow comme ça, à la fois de vie dans des personnages dont on sait et dont ils savent qu'ils ne devront pas survivre. Surtout à cette période-là. Donc il y a une sorte de chant du cygne, de volonté de survie, de volonté de vivre fort, de danser, de baiser quand même, d'aimer. Et j'ai été vachement émue. J'ai trouvé qu'il y a plein de scènes où
j'ai eu vraiment une boule dans la gorge et où j'étais prise avec eux, et surtout vers la fin, il y a des choses qui se passent. Et en plus, c'est un film qui raconte quelque chose... une période vraie, des sentiments vrais, et je pense qu'on devrait un peu plus regarder dans ce sens-là, surtout maintenant où on a beaucoup oublié que le sida c'est encore une réalité, et que toutes ces questions se posent encore, en l'occurrence sur les traitements des toxicomanes, des prostituées, de la sexualité en prison. C'est des choses qui n'ont pas du tout avancé, et du coup je pense que le film est extrêmement pertinent aujourd'hui. C'est un film très intéressant. D'accord, donc ça c'était les 2 mots sur le... 2 mots sur Corvillo, excuse-moi. Et je rajoute 2 petits mots vraiment sur La Belle et la Meute qui était présenté à Un Certain Regard hier soir. C'est un film de Kauter Benania, donc une réalisatrice tunisienne. C'est celle qui avait fait Le Chalat de Tunis, que peu de gens ont vu. Et que je recommande. Oui, qui est très bien, qui est très intéressant. Et là, du coup, elle fait un pur travail de fiction où elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui, pendant une soirée étudiante, se fait violer par des policiers et passe une nuit d'enfer à essayer de porter plainte et à essayer de faire reconnaître son viol et à s'en sortir. C'est un film qui va très loin dans l'absurdité totale du système, que ce soit l'hôpital public, l'hôpital privé, la police, la famille, il n'y a rien qui va à aucun moment, et on est pris dans cette spirale en chapitres comme ça, avec des plans séquences qui se suivent. C'est hyper prenant, et le film n'est pas extrêmement abouti visuellement, c'est d'assez mauvais goût, c'est assez outrancier, mais en termes de rythme et en termes de force et en termes de force de propos, on y est complètement, quoi. Ça marche très bien. Et c'est très politique. D'accord, donc La Belle et la Meute et 120 battements par minute. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On revient très vite. C'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. Au revoir, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?